Salut toi, j'espère que tu vas super bien. Et aujourd'hui, on parle des personnages de la cour. J'avais envie de faire un point sur la lecture des personnages de la cour parce que c'est souvent parmi les cartes qui posent le plus de problèmes aux lecteurs débutants et honnêtement, même aux lecteurs de tarot plus expérimentés. Donc en général, les personnages de la cour, ça peut représenter les caractéristiques d'individus ou des attitudes ou des niveaux de maturité selon le degré des personnages de la cour ou de développement dans un domaine. Et c'est ce qui va nous influencer, puisque ça arrive dans un tirage. Et ça peut venir de soi, parce que ces personnages de la cour peuvent tous nous représenter, ou ça peut venir de l'extérieur de soi, c'est-à-dire être d'autres personnages autour de nous ou des événements autour de nous. Donc parfois, ces personnages représentent vraiment des actions au même titre que n'importe quel arcane mineur. Donc ça peut être, je sais pas, alors attends, je te montre. Ah oui, attends, je suis avec le Heart and Hands Tarot. Petit jeu en noir et blanc que j'adore. Je disais donc avec les, je te trouve un, avec les chevaliers, ça peut être par exemple en action des voyages, des grands changements, ou avec les pages, ça peut être la transmission d'une nouvelle. Avec les rois et les reines, ça peut être par exemple des actions de pouvoir ou de contrôle. Avec les reines en général, attends, je vais trouver une reine, ça peut être un comportement maternant. Qu'est-ce qu'il y a avec les rois, évidemment, les rois, ça peut être un comportement paternel. Ça peut être aussi pour les rois et reines des comportements d'enseignants. Pour les pages, ça peut être des comportements au contraire d'élèves. Donc le plus souvent, honnêtement, c'est pas forcément des actions, ces personnages de la cour. Le plus souvent, c'est quand même, ça représente quand même des personnes ou la personne elle-même, hein, le consultant lui-même, ou des qualités ou des défauts de soi ou des personnes autour de soi. Je t'en dis plus tout de suite. La première façon d'utiliser ces personnages de la cour, et tu en as sans doute déjà entendu parler, c'est d'utiliser une carte représentante ou une carte signifiante, de définir lequel de ces personnages de la cour dans tel tirage sera notre représentant, ou si on fait le tirage pour quelqu'un d'autre, quel personnage de la cour on va choisir pour représenter cette personne. On trouve cette méthode de choisir une carte représentante dans certains livres, notamment le livre de Benebell Wen que j'ai ici, et aussi dans ma propre méthode d'enseignement du tarot. C'est quelque chose que j'enseigne dans l'initiation au tarot intuitif. Et donc l'idée, c'est qu'on peut recommander de sélectionner une carte pour représenter le consultant ou pour représenter sa situation ou comment il se comporte dans cette situation. La plupart du temps, on choisit selon le sexe, selon sa maturité, pour choisir s'il est plutôt du côté page et chevalier ou roi et reine. Parfois, c'est défini selon le physique, mais honnêtement, c'est quelque chose que j'exploite pas du tout. Et pour définir dans quelle suite il se trouve, on va utiliser le signe astrologique, sachant que les signes astrologiques sont répertoriés en signes de terre, signes d'eau, signes d'air, signes de feu, et que les personnages de la cour aussi sont répertoriés de cette façon. Donc ça va nous aider à trouver quel est le personnage de la cour qui va nous représenter. Par exemple, pour moi, la plupart du temps, je me représente moi-même par la reine de denier, parce que je suis Capricorne, le Capricorne est un signe de terre, les deniers, c'est la suite de la terre. Je choisis une femme parce que je suis une femme, je choisis une reine parce que je m'en sens effectivement plus mature dans ma vie que immature comme pourrait l'être un page. Mais la plupart du temps, honnêtement, c'est pas nécessaire d'avoir une carte représentante avant de faire un tirage. La plupart du temps, honnêtement, je ne le fais pas. Mais le faire avec un consultant, ça peut être une méthode déjà d'entrer en contact avec lui, déjà d'établir un contact, déjà d'établir quelque part un préalable au tirage. On peut déjà lui montrer par exemple les personnages de la cour en lui demandant celui qui lui parle le plus en ce moment et de choisir du coup lui-même son représentant parce que ça va déjà être révélateur de l'état d'esprit du consultant et de la perception de là où il en est dans la vie en ce moment. Globalement, les personnages de la cour dans un tirage, ça peut représenter soit une personne désignée dans l'entourage du consultant, sa meilleure amie, sa mère, son conjoint, etc. D'accord, son patron. Enfin, tu vois très bien de quoi je veux parler.
Soit ça peut représenter le consultant lui-même qui a telle attitude dans telle situation ou face à telle personne, dans le tirage typiquement. Ou alors ça peut représenter une action du consultant ou de quelqu'un d'autre et du coup à lire comme n'importe quel arcane mineur. Donc le souci qui va avec les personnages de la cour, c'est que quand on fait un tirage avec de multiples cartes, c'est qu'on ne sait jamais vraiment laquelle de ces trois options est ce qui est à interpréter ici dans ce tirage particulier. Comment est-ce que tu peux savoir en fait dans quelle signification du personnage de la cour tu vas te trouver? Première chose, c'est tout simplement à l'intuition et par rapport au tirage qui s'est déroulé. Souvent, honnêtement, le tirage parle de lui-même et tu sais si ça, c'est le consultant qui est en train de faire quelque chose ou si ça, c'est au contraire quelqu'un qui intervient dans le jeu en plus. Tu vois, quand on le tire par exemple dans la carte des influences extérieures, il va de soi que ce n'est sans doute pas notre comportement. Et quand si c'est une position de tirage qui va représenter par exemple nos qualités ou nos défauts, ça va forcément nous représenter nous. Donc le tirage peut parler de lui-même, mais souvent, quand il y a un doute, je trouve que intuitivement parlant, ça peut des fois parler vraiment tout seul. Ensuite, quand le doute persiste, ce que je peux utiliser, où est-ce que j'ai mis ça? J'ai dû aller le chercher. On peut utiliser un pendule, d'accord? Et si toi, ton pendule, il est réactif, là, moi, il balance tout le temps en non, mais tu peux demander au-dessus d'un personnage de la cour dans un tirage, hein, imagine que j'ai laissé ça sur la table, est-ce que ça représente en ce moment le consultant? Est-ce que ça représente quelqu'un d'autre? D'accord? Ça représente le consultant? Non, ça représente quelqu'un d'autre. Je le fais artificiellement tourner? Oui. Ok. Et du coup, on peut savoir comme ça comment interpréter le personnage de la cour quand il intervient dans un tirage. Ce que tu peux aussi faire, mis à part ton intuition et la position dans le tirage, tu vois, ou le pendule, c'est demander directement au personnage de la cour et de le faire répondre, tu vois, d'entrer dans un dialogue avec lui. Du style, qu'est-ce que toi tu représentes? Et dans ce cas-là, souvent, ton intuition remonte et te donne la réponse. Ou alors, tu peux demander au consultant directement, excuse-moi, mais là, que dit ce personnage? Et la plupart du temps, on est assez désarmé parce que le consultant sait ce personnage, mais carrément, c'est trop moi, quoi. Je me reconnais là-dedans. Ah ouais, pourquoi? Et ça va t'aider à construire aussi ce tirage en collaboration avec cette autre personne et en faire quelque chose de peut-être plus expressif et plus thérapeutique. Ok? Et honnêtement, le plus souvent, ce qui apparaît le plus souvent quand on tire un personnage de la cour dans un tirage, c'est que ça montre l'attitude du consultant dans telle situation. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Je te donne d'autres options, tu vois, de ce que tu peux faire quand tu as un personnage de la cour qui apparaît dans un de tes tirages. Déjà, comme je te l'ai dit, tu fais vraiment attention à la position dans le tirage que ce personnage va avoir, ou aussi de la direction vers laquelle le personnage est tourné. Là, je ferai attention, tu vois, avec cette reine de coupe, aux personnages ou aux choses qui se trouvent en dessous d'elle. Elle a vraiment ce regard qui est dirigé vers le bas. Au contraire, cette princesse d'épée regarde très nettement sur la gauche. Regarde là où il regarde là où il pointe, regarde là où il... Là, ça se voit pas, c'est un jeu noir et blanc, mais où est-ce qu'il dirige sa lumière, par exemple. Et tu peux aussi regarder les autres personnages de la même suite dans le jeu et dans le tirage, pardon, et regarder leurs interactions. D'accord? J'ai aussi remarqué un truc à savoir que souvent, par exemple, les rois peuvent représenter la mère du consultant ou que les reines peuvent représenter le père du consultant. Surtout quand je fais un travail en généalogie, ça peut arriver que les rôles soient interchangés, qu'effectivement ce roi d'épée puisse représenter une mère ou une grand-mère et que cette reine de bâton puisse représenter un père ou un grand-père. Donc, ne reste pas forcément trop crispé sur la notion de sexe ou de genre et vois plutôt ça en termes d'attitude ou tu vois, de pôle yin et yang, pardon, qui peuvent du coup être attribués à chacun des deux sexes sans vraiment se différencier. Si le personnage de la cour tombe en carte de conseil, d'accord, ce que j'aime bien, c'est que les personnages de la cour, la plupart du temps, ils semblent avoir toujours des opinions très tranchées sur ce qu'on doit faire, sur ce qui doit être fait. Et la plupart du temps, en plus, le consultant voit ses opinions. Tu vois, il entend le conseil vraiment venant d'un personnage de la cour, soit que le personnage de la cour représente vraiment quelqu'un qui dit, enfin tu vois, le père par exemple, qui dit tu devrais faire ça, ou soit que ce soit vraiment un conseil tarologique ou d'un guide, et qui est transcrit par ce personnage de la cour, passe de façon
beaucoup plus marquante et la plupart du temps, le consultant est très très perméable aux messages, aux conseils donnés par les personnages de la cour. Donc ça aussi, mais je t'invite vraiment à développer ça, hein. Demande au consultant ce que chaque personnage de la cour dans le tirage pense de la situation. C'est hyper parlant. Et tu peux aussi, si tu as plusieurs personnages de la cour dans ton jeu, t'amuser à faire parler les différents personnages entre eux. Et là aussi, tu vas voir qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se construire parce que souvent, différents personnages de la cour ont un point de vue extrêmement différent sur la situation ou le problème dont on parle avec ce tirage. Je t'invite aussi vraiment, avant de faire un tirage de tarot, de te familiariser avec le jeu avec lequel tu vas tirer parce que souvent, les jeux qui sont développés ont des noms différents ou des organisations différentes pour les personnages de la cour. Le plus souvent, c'est hiérarchisé comme ça selon le système Rider-Waite-Smith et même selon les systèmes de cartes à jouer. Il y a les pages qui sont le degré le plus immature. Ensuite, au-dessus, les chevaliers qui sont un peu plus matures et dans l'action. Les reines qui est la connaissance de leur suite. Et les rois ensuite qui sont vraiment dans l'action et l'action sur le monde par rapport à leur suite. Et donc, on les considère souvent dans cet ordre du plus jeune au plus vieux ou plus mature. D'accord ? Mais l'interprétation est toujours libre selon l'auteur du jeu de tarot qui peut remanipuler ça. Les noms changent, les places aussi. Et quand on prend les systèmes même hyper classiques, le tarot de Marseille selon Jodorowsky, l'ordre c'est valet, ensuite reine, ensuite roi, et dernier niveau de maturité, ce sont les chevaliers. Les chevaliers est considéré comme le niveau le plus abouti parce qu'ils vont se déplacer vers le niveau suivant. C'est des personnages en plus en évolution que n'importe lequel des autres personnages de la cour. Donc ça aussi, tu dois le prendre en compte dans tes tirages. Quand je vois aussi le tarot de Thoth, il n'a pas appelé ça page, chevalier, reine, roi. Il appelle ça princesse, prince, queens, donc les reines, et knights, donc chevaliers. Et les chevaliers remplacent quelque part les rois, et ils sont en mouvement là aussi, et quelque part, je pense que Aleister Crowley les voyait comme plus entreprenants que le roi, qui est définitivement plus stable, plus pépère, on va dire ça comme ça. Et c'est plutôt dans le jeu de Crowley, le tarot de Thoth, c'est la reine qui va incarner la stabilité. Dans d'autres jeux, tu vas pouvoir retrouver des archétypes familiaux du style, on va appeler les mères, on va appeler les reines les mères, on va appeler les pères les rois les pères, etc. Ça peut être représenté par des animaux également. Dans le jeu que je t'ai montré, ça reste les rois, mais les pages sont des princesses et les chevaliers sont des princes. Dans le Herbcrafter Tarot, attends, je te le montre. Hop, je te trouve les personnages de la cour. Donc dans le Herbcrafter Tarot, le système est aussi particulier. On a l'enfant, enfin la petite fille à la place des pages. On a la guerrière Adelita à la place des chevaliers. On a la mère à la place des reines. Et on a la guérisseuse à la place des rois. Donc familiarise-toi avec ton jeu à toi. L'important, c'est de savoir comment sont nommés les personnages de la cour et surtout comment est-ce qu'ils vont être hiérarchisés. Autre possibilité d'interprétation et d'appropriation aussi des personnages de la cour, c'est qu'on peut faire une correspondance avec les types Myers-Briggs MBTI, tu vois. Il y a ces 16 personnalités qui ont été identifiées de façon d'interagir avec le monde. Et en fait, étant donné qu'il y a 16 personnalités types dans les types MBTI, on peut les faire correspondre aux 16 personnages de la cour. C'est un travail que j'ai fait moi-même. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet que je vais te mettre ici en dessous. Alors, il y a plusieurs auteurs qui ont repris forcément ça un peu à leur compte et il y a différentes possibilités de classifier MBTI par rapport aux personnages de la cour, mais ça peut être intéressant comme piste à creuser. Et je voulais enfin terminer par une façon pour moi d'utiliser ces personnages de la cour en dehors des tirages de tarot. C'est d'aller s'identifier à ces personnages dans ce qu'il a de bon et ça me sert en fait pour mon travail personnel. Je vais identifier ce qui n'est pas aligné en moi pour lui ressembler. Donc je vais vraiment coupler ça à un travail énergétique quand j'ai besoin d'aller incarner tel personnage. Je considère en fait que tous les personnages de la cour, ce sont tous des reflets de moi-même dans plusieurs situations de vie.
Et dans certaines situations de vie, j'ai besoin, je ne sais pas moi, d'accéder par exemple au charisme et au comportement de leader du roi de bâton. Et dans ce cas-là, j'ai peut-être besoin de me connecter à l'énergie de ce roi de bâton. Et effectivement, il y a des choses actuellement en moi qui ne sont peut-être pas alignées avec ce roi de bâton et son charisme et son comportement leader. Et du coup, je vais aller faire un travail en moi pour venir vraiment ressentir pleinement cette énergie du roi de bâton. Ce genre de parcours de comment débloquer en moi tous les 16 personnages de la cour, c'est le parcours dans lequel je t'emmène dans le programme Devenir Reine. Les portes sont ouvertes en ce moment pour Devenir Reine, c'est vraiment un travail de groupe sur 4 mois et qui commence en janvier où on fait des libérations énergétiques sur les 16 personnages de la cour. Donc c'est fermé bientôt parce que là on arrive lentement sur fin décembre et une fois que le groupe est constitué, c'est fini. Et c'est pas un groupe, c'est pas un travail de groupe que je compte relancer une autre fois l'année prochaine. Et du coup, ça permet de nourrir ces parts de nous-mêmes, que des fois on ignore complètement, hein, et surtout aussi de guérir des parties de nous qu'on ne s'est peut-être pas encore pleinement appropriées, qu'on n'a peut-être pas complètement intégré. Est-ce que tu as complètement intégré ton prince de bâton? Et ce que je trouve, enfin un des trucs qui m'a le plus plu en faisant ce travail avec ce groupe, c'est qu'on va faire vraiment un travail très fin sur notre enfant intérieur avec les pages. On fait un travail transgénérationnel avec les rois et les reines. On va vraiment aller contacter nos propres ancêtres. Et on va travailler aussi sur nos peurs vraiment présentes, nos peurs d'entrer en action avec tous les chevaliers. Donc ça va vraiment te permettre de venir libérer des blocages qui te séparent de tel ou tel personnage de la cour et qui du coup t'empêchent d'être vraiment là où tu veux être dans ta vie à l'heure actuelle. Donc vraiment, je vois ces 16 personnages comme une image de nous-mêmes, comme un tout, avec nos 16 facettes. J'adore cette façon de considérer les personnages de la cour. Bon, de toute façon, pour tout ce dont je t'ai parlé, je t'ai mis les liens en dessous. J'espère vraiment que tu me rejoindras parce que c'est quelque chose de passionnant, en tout cas moi qui me passionne. Et je sais que ça vous passionne aussi d'ailleurs. Je te fais des gros 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 bisous. Je te dis à une prochaine. Et le tarot peut changer ta vie. Ciao!